Notre planète raconte son histoire la plus dramatique dans la pierre. C'est une histoire de continents en mouvement, d'océans disparus et de forces si immenses qu'elles ont fait ployer la croûte même de la Terre. Nulle part cette histoire n'est écrite plus majestueusement qu'ici. Il s'agit de l'Himalaya, la demeure des neiges. Une chaîne de montagnes qui n'est pas seulement un élément du paysage, mais un paysage en soi, un monde de verticales stupéfiantes, s'étendant sur plus de 2400 kilomètres et séparant les plaines du sous-continent indien du haut et aride plateau du Tibet. Il s'agit d'une chaîne jeune, géologiquement parlant, mais ses origines se trouvent dans une collision au ralenti, aux proportions épiques. Il y a plus de 50 millions d'années, une plaque tectonique transportant la masse terrestre de l'Inde ancienne a commencé son inexorable voyage vers le nord, fermant la mer de Tétis qui se trouvait entre elle et le grand continent d'Asie. L'impact n'a pas été un événement unique, mais un processus continu et brutal de soulèvement qui est encore actif aujourd'hui, poussant ses sommets vers le ciel, millimètre par millimètre. Ce qui était autrefois un fond marin est maintenant le toit du monde, un lieu de superlatif abritant les 14 plus hautes montagnes de la planète, y compris le sommet de notre monde, le mont Everest. La preuve de cette transformation colossale est gravée dans les plus hautes falaises. Ici, dans des roches qui touchent la stratosphère, les paléontologues trouvent les restes fossilisés d'anciennes créatures marines, des ammonites enroulés et les coquilles de la vie marine qui peuplaient autrefois le fond de la Tétis. La collision n'a pas été un accostage en douceur, mais un froissement de titans terrestres. La plaque indienne, refusant d'être soumise, continue de se frayer un chemin vers le nord, plongeant sous la plaque asiatique. Cette bataille souterraine est le moteur de l'Himalaya, une source constante d'énergie sismique qui en fait l'une des régions les plus géologiquement actives de la Terre, un paysage non seulement créé, mais en cours de création sous nos yeux. L'ampleur même de l'Himalaya ne crée pas un seul environnement, mais une multitude d'entre eux empilés verticalement les uns sur les autres. Dans le sud, les contreforts sont drapés de forêts subtropicales, humides et grouillantes de vie. Au fur et à mesure que l'on monte, celles-ci cèdent la place à des ceintures tempérées de chênes, de pins et de rhododendrons. Plus haut encore, les arbres s'amincissent en de vastes prairies alpines qui, pendant quelques brefs mois, sont tapissées d'une profusion de couleurs. Au-dessus de cela se trouve la zone alpine, un monde de roches, de glaces et de plantes tenaces et à croissance basse. Et enfin, il y a le royaume permanent de la neige et des glaciers, un désert arctique dans le ciel. C'est le 3e pôle de la Terre, un réservoir gelé contenant le plus grand corps de glace en dehors des régions polaires, dont la fonte saisonnière alimente les grands fleuves, l'Indus, le Gange, le Brahmapoutre, qui soutiennent la vie de près d'un tiers de toute l'humanité. Pourtant, pour les créatures qui vivent dans la chaîne elle-même, c'est une terre de défis profonds. La vie ici est régie par une trinité de pressions, l'altitude, la topographie et l'extrême saisonnalité. L'air est mince, contenant moins d'oxygène à chaque mètre vers le haut, exigeant des systèmes respiratoires et circulatoires spécialisés. Le terrain est une négociation incessante avec la gravité, favorisant les agiles et les sûrs de pied. Et les saisons oscillent entre un été bref et explosif et un hiver long et impitoyable qui verrouille le paysage dans un calme gelé. Exister ici demande plus que de la force. Cela exige un ensemble d'adaptations complexes affinées au cours d'innombrables générations. Ce n'est pas un royaume doux, c'est une arène verticale où les règles sont écrites par le soleil, la roche et la neige.
Rejoignez-nous alors que nous voyageons à travers une année complète dans cette majestueuse et impitoyable nature sauvage pour assister aux histoires intimes des créatures qui appellent le grand Himalaya leur foyer. L'hiver descend sur l'Himalaya non pas comme une douce couverture, mais comme une force d'invasion. La mousson s'est retirée depuis longtemps et le jet stream plonge vers le sud, apportant avec lui le froid sibérien. Le soleil, un disque pâle dans un ciel d'un bleu éclatant, offre peu de chaleur. Les températures sur les hautes pentes chutent à 40 degrés en dessous de zéro et le vent mordant les rend encore plus froides. Un grand silence s'abat sur la haute région, un silence si profond qu'il semble avoir un poids. Pour de nombreux habitants de la montagne, c'est le moment de se replier vers des altitudes plus basses ou de se plonger dans le profond sommeil de l'hibernation. Mais pour ceux qui restent, c'est l'épreuve ultime de l'endurance. La vie se limite à un objectif singulier et élémentaire, la conservation de l'énergie, l'acquisition de nourriture et l'art simple et brutal de la survie. Sur une crête balayée par le vent, à près de 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer, un fantôme se matérialise du paysage rocheux. La panthère des neiges. C'est son royaume, un vaste territoire vertical où elle règne en tant que prédateur suprême incontesté. Mais l'hiver n'offre aucune dérogation spéciale. Son magnifique pelage, un sous-poil dense et laineux d'une épaisseur allant jusqu'à 5 cm, est protégé par des poils de garde plus longs, offrant une isolation contre le froid sauvage. Sa couleur gris fumé, ornée d'une constellation de rosettes sombres en forme de nuages, la rend presque parfaitement invisible sur les falaises couvertes de lichen et les champs de neige. C'est une créature d'ombre et de pierre. Sa physiologie même est un chef-d'œuvre d'adaptation à la haute altitude. La cavité nasale est exceptionnellement grande, une structure complexe soutenue par des os qui réchauffent et humidifient l'air glacial et sec avant qu'il n'atteigne les poumons. La cavité thoracique elle-même est immense, abritant des poumons puissants et un cœur robuste pour extraire le peu d'oxygène que la fine atmosphère offre. Son sang contient une forte concentration de globules rouges, maximisant le transport de l'oxygène. Ses pattes, étonnamment larges et densément fourrées sur les semelles, agissent comme des raquettes naturelles, répartissant son poids et permettant un mouvement silencieux semblable à celui d'un fantôme sur la neige. Et sa queue, remarquablement longue et épaisse, presque de la longueur de son corps, est une merveille polyvalente, un contrepoids crucial lors de la navigation sur des corniches dangereuses, un gouvernail lors d'une chasse à grande vitesse et un enveloppement chaud et isolant pour protéger son visage et ses pattes des engelures au repos. Vous regardez un chef-d'œuvre de l'évolution à haute altitude. Chaque partie de lui, le grand nez, les poumons puissants, les pattes en forme de raquette, est un outil parfait pour la vie ici. La montagne ne l'a pas seulement façonné, elle l'a conçu à partir de zéro. L'hiver du léopard est une vie vécue avec un budget énergétique extrêmement serré. Son territoire peut s'étendre sur des centaines de kilomètres carrés. Une immensité dictée non par le choix, mais par la distribution éparse de ses proies. Il se déplace avec une grâce délibérée et économe en énergie, utilisant les crêtes comme point de vue pour balayer les pentes en contrebas.
Ces journées sont un cycle patient de patrouille, d'observation et de repos. Il restera souvent au même endroit pendant des heures, un observateur silencieux et immobile, ses yeux dorés ne manquant rien. Le froid ne semble pas l'atteindre, isolé dans son épaisse fourrure, mais la réalité lancinante de la faim est une pression constante et motivante. Sa principale proie est le baral ou mouton bleu. Ce ne sont pas de vrais moutons, mais une espèce intermédiaire unique entre les moutons et les chèvres, et ce sont des maîtres de ce monde vertical. Un troupeau de barals se déplace sur une paroi rocheuse abrupte et saupoudrée de neige avec une assurance qui défie la gravité. Leurs sabots sont des merveilles anatomiques avec un bord extérieur tranchant et dur qui peut agripper le plus petit des rebords de roche, tandis que des coussinets intérieurs souples et pliables agissent comme des freins à haute friction. Leurs corps trapus et musclés sont bas sur le sol, offrant un centre de gravité stable qui leur permet de naviguer sur des pentes qui seraient impraticables pour presque tout autre grand mammifère. Pour le baral, l'hiver est une recherche incessante de fourrage. Ils utilisent leurs sabots et leurs museaux puissants pour balayer la neige, créant des cratères pour exposer les herbes séchées et les plantes alpines robustes en dessous. Cette activité est énergivore et les expose aux éléments, mais il n'y a pas d'autre choix. En tant que ruminants, leurs estomacs à 4 chambres sont efficaces pour extraire les nutriments de cette végétation coriace et fibreuse. Le troupeau offre un certain degré de sécurité. Plusieurs yeux valent mieux que 2 pour repérer l'approche d'un prédateur. Ils restent perpétuellement vigilants, un rythme de se nourrir et de scanner, se nourrir et de scanner. Un cri d'alarme aigu et sifflant d'un seul individu suffit à faire grimper tout le troupeau sur des pentes apparemment impossibles, leurs sabots faisant jaillir des étincelles de la roche. La panthère des neiges a repéré ce troupeau. Depuis son perchoir à 1 kilomètre de distance, elle commence son approche. Elle ne charge pas. Ce serait un gaspillage insensé d'énergie précieuse dans l'air raréfié. Au lieu de cela, elle commence une traque qui est l'incarnation de la patience et de la stratégie. Elle descend de la crête, utilisant un ravin profond pour masquer son mouvement. Elle est extrêmement attentive au vent, s'assurant que son odeur est emportée loin de sa proie. Le processus peut prendre des heures. Elle coule sur le terrain, restant basse, ses mouvements fluides et économiques. Chaque roche, chaque ombre, chaque contour du terrain est utilisé à son avantage. Elle doit s'approcher à moins de 30 mètres pour que son attaque ait de fortes chances de succès. Maintenant, à moins de 100 mètres de distance, elle se fige derrière un affleurement rocheux. Seul le moindre tressaillement de sa queue trahit sa tension enroulée. Les barals se nourrissent encore, inconscients. La panthère se concentre sur un seul individu. Un qui s'est légèrement éloigné du groupe principal, la tête baissée, absorbé par sa recherche de nourriture. La phase finale est un flou de violence calculée. Il jaillit de sa cachette, non pas avec un rugissement, mais dans un silence absolu. Ses puissantes pattes arrière, plus longues que ses pattes avant, le propulsent en d'immenses bonds, couvrant la distance en quelques secondes. Le baral, surpris au dernier moment, se disperse dans la panique. Mais la trajectoire du léopard est verrouillée. Il réduit la distance et d'un saut final, il atterrit sur le dos du baral, ses griffes acérées et recourbées s'enfonçant dans le cuir pour s'agripper.
Ses mâchoires, conçues pour une morsure précise et mortelle, trouvent la nuque, sectionnant la moelle épinière. La lutte est brève. Une élimination réussie est une victoire vitale. Le léopard traînera la carcasse, qui peut peser plus de 2 fois son propre poids, jusqu'à un endroit isolé, souvent une petite grotte ou un surplomb, pour la protéger des charognards. Ce repas le maintiendra jusqu'à 1 semaine, un répit crucial dans la recherche constante de nourriture. Mais une chasse ratée, une erreur de calcul, un moment d'hésitation, signifie un déficit énergétique dévastateur. Dans l'hiver himalayen, la ligne entre la vie et la mort est tracée à chaque chasse. Plus haut encore, un autre spécialiste tourne dans l'ère glaciale, le gypaète barbu. Ce n'est pas un charognard ordinaire. Avec une envergure de près de 3 mètres, il est l'un des plus grands oiseaux de l'ancien monde, un véritable monarque des cieux. Alors que d'autres vautours se régalent de tissus mous, le gypaète barbu a développé une niche unique et cruciale. C'est un ostéophage, un mangeur d'os. Son régime alimentaire se compose de jusqu'à 90% d'os. Il plane sans effort sur les courants ascendants thermiques, ses yeux perçants scannant les flancs des montagnes en contrebas. Non pas à la recherche de carcasses, mais des restes d'une capture de prédateurs laissée par la panthère des neiges. Quand il localise un squelette, il descend. Les os plus petits sont avalés entiers. Son acide gastrique est extraordinairement puissant, avec un pH proche de 1, capable de dissoudre des os solides en moins de 24 heures. Pour les os plus grands, le gypaète barbu emploie une technique remarquable, un comportement qui exige intelligence, prévoyance et une compréhension profonde de son environnement physique. Il saisit un os lourd comme un fémur dans ses serres, s'élève en spirale dans les airs et se positionne au-dessus d'une parcelle de roche traditionnelle connue sous le nom d'ossuaire, ou site de largage d'os. Il libère ensuite l'os, le laissant tomber et se briser sur les rochers en contrebas. L'oiseau atterrit ensuite pour se nourrir de la moelle exposée et riche en nutriments. Cette stratégie libère une source de nourriture inaccessible à toute autre créature, permettant au gypaète barbu de prospérer dans une saison d'extrême rareté. Plus profondément dans les forêts hivernales, une créature plus secrète navigue dans la neige, le porte-musc. Ce petit cerf primitif est un survivant solitaire. Dépourvu de bois, le mâle est à la place armée d'une paire de longs crocs en forme de défense qui font saillie de sa mâchoire supérieure. Sa stratégie de survie n'est pas la défense en troupeau, mais la furtivité. Ses puissantes pattes arrière sont plus longues que ses pattes avant, ce qui lui donne une apparence voûtée et en fait un sauteur exceptionnel, capable de changer brusquement de direction en plein air pour échapper aux prédateurs. Il se nourrit à l'aube et au crépuscule de lichens, de mousses et d'autres végétations rares que les autres herbivores ignorent. C'est une créature de l'ombre, une présence tranquille dans les bois d'hiver. Mais la survie dans l'hiver himalayen n'est pas seulement le domaine des mammifères vêtus de fourrure. Dans les vallées en contrebas, où les rivières glaciaires ont creusé de profondes artères à travers la roche, un autre genre de spécialiste endure, le bec d'ibis. C'est un oiseau bizarre et magnifique, un échassier qui semble déplacé dans ce paysage gelé.
avec son plumage gris ardoise, sa tête blanche saisissante et un long bec en forme de faucille d'un cramoisi brillant, c'est un éclair de couleur contre le monde monochrome. Contrairement à presque tous les autres oiseaux de rivage, le bec d'ibis ne migre pas. Il est un résident à l'année de ces rivières à fort courant et de haute altitude. Son existence entière dépend d'une niche qui est indisponible à toute autre créature. Alors que les rives peuvent être gelées, l'eau turbulente et hautement oxygénée du chenal principal gèle rarement complètement. C'est le garde-manger du bec d'ibis. Pataugeant dans les hauts fonds glaciaux, il utilise son bec unique et décurvé comme un outil spécialisé, sondant et picorant sous les pierres de la rivière, sentant les larves aquatiques de perles et d'éphémères qui s'accrochent au-dessous. Chaque pierre, retournée, est un pari d'énergie dépensée contre des calories gagnées. L'oiseau travaille méthodiquement. Ses mouvements sont économiques, toute sa concentration étant sur la chasse sous l'eau qui se précipite. C'est une vie vécue au bord du gouffre, entièrement dépendante de la physique de l'écoulement de l'eau et des cycles de vie des insectes cachés. Le bec d'ibis est un témoignage silencieux de la capacité de l'évolution à trouver des opportunités dans les coins les plus extrêmes et apparemment inhospitaliers du monde, un survivant fragile dans un royaume de glace et de pierre. Après des mois de silence gelé, un changement commence. Il est subtil au début, le léger rallongement des jours, un adoucissement marginal du tranchant de l'air. Mais bientôt, le changement s'accélère. Le soleil monte plus haut et ses rayons, maintenant armés d'une puissance croissante, commencent à faire la guerre à la glace. Le printemps dans l'Himalaya n'est pas une affaire douce, c'est un dégel violent. L'eau, l'agent de la vie, est libérée. Elle s'égoutte des stalactites, ruisselle sous le manteau neigeux et se rassemble pour faire gonfler les ruisseaux gelés en torrents déchaînés. Le son des montagnes passe du sifflement du vent au rugissement de l'eau. C'est une saison de renaissance, mais aussi d'instabilité et de danger, car les avalanches ravinent les pentes et les crues éclairs remodèlent le fond des vallées. Mais cette ruée violente d'eau n'est pas sans vie. Au sein de ces courants turbulents et glacés, un autre drame d'endurance se déroule. C'est le royaume de la truite des neiges. Pas une vraie truite, mais une espèce de poisson cyprinidé uniquement adapté aux rivières de haute altitude. Elle a passé l'hiver dans les bassins plus profonds et plus lents des vallées inférieures. Maintenant, poussée par un instinct ancien, elle commence une migration exténuante en amont, un équivalent himalayen de la remontée du saumon. Chaque aspect de son corps est conçu pour cette bataille contre le torrent. Son corps est profilé et puissant, et ses nageoires sont grandes, lui permettant de s'agripper au courant. Sa bouche est située sur le dessous de sa tête, bordée d'un cartilage dur qui lui permet de gratter les algues et les diatomées de la surface des roches submergées, sa principale source de nourriture. Au fur et à mesure qu'il monte, il navigue dans un parcours d'obstacles liquides, sautant de petites cascades et utilisant l'eau calme derrière les rochers pour se reposer avant la prochaine poussée. Il cherche les eaux claires et hautement oxygénées des affluents nouvellement dégelés pour frayer, déposant leurs œufs dans des lits de gravier où ils seront à l'abri du limon et de la turbulence de la rivière principale. Ce voyage est périlleux.
l'effort physique est immense et ils sont une cible pour les prédateurs. Les loutres patrouillent les rives et des oiseaux comme le bec d'ibis et le cincle brun se tiennent prêts à attraper tout poisson qui s'égare trop près de la surface. Pour la truite des neiges, le printemps est une course contre le courant, un impératif puissant pour livrer la prochaine génération aux sources du monde, assurant que la vie continue non seulement sur les pentes de l'Himalaya, mais dans ses veines même. La ligne de neige qui recule déclenche une cascade d'activités. Dans les denses forêts de bambous et de rhododendrons de l'est de l'Himalaya, une créature émerge de sa torpeur hivernale, le panda roux. Ni un ours, ni un vrai panda, il appartient à sa propre famille taxonomique unique, les Ailuridae. C'est un animal solitaire et largement crépusculaire, passant ses journées recroquevillé dans les creux des arbres, sa longue queue touffue et annelée enroulée autour de lui-même pour la chaleur et le camouflage. Ce spécialiste arboricole est confronté à une crise énergétique constante, une énigme évolutive enracinée dans sa biologie. Il a le système digestif d'un carnivore, mais son régime alimentaire est presque exclusivement végétarien. Cela signifie que son tube digestif court et simple est mal équipé pour décomposer la cellulose coriace de sa source de nourriture principale, le bambou, pour survivre avec un régime aussi faible en calories. Le panda roux doit consommer jusqu'à 30% de son poids corporel quotidiennement. Il compense cette inefficacité par un taux métabolique exceptionnellement bas, presque aussi lent que celui d'un paresseux, et en passant jusqu'à 13 heures par jour dans un état de recherche de nourriture au ralenti. Il se déplace dans la canopée de la forêt avec une agilité silencieuse et délibérée. Ses griffes semi-rétractables lui donnent une excellente prise sur les branches et il utilise sa longue queue comme un outil magistral pour l'équilibre. Ses poignets possèdent une adaptation unique, un faux pouce qui est une extension de l'os du poignet qui l'aide à agripper les tiges de bambou et à manipuler les feuilles. Une femelle qui s'est accouplée à la fin de l'hiver, est maintenant à la recherche d'une tanière appropriée, un arbre creux ou une crevasse rocheuse où elle mettra bas sa portée. Ces petits, généralement un ou deux, naîtront aveugles et totalement dépendants. Pendant les prochains mois, sa vie solitaire sera liée à cet endroit unique et crucial, une navette constante entre la recherche de nourriture pour elle-même et le soin de ses jeunes cachés et vulnérables dans un monde où les prédateurs comme les martres et les léopards sont une menace constante. Plus à l'ouest, dans les zones humides de haute altitude du Ladakh et du Tibet, une autre arrivée signale le véritable tournant de la saison. La grue à cou noir. Ces oiseaux magnifiques, mesurant plus d'1 mètre de haut, ont accompli l'une des migrations les plus ardues de la nature. Leur voyage les mène au-dessus des sommets imposants et enneigés de l'Himalaya, un exploit étonnant d'endurance à des altitudes où l'oxygène est rare et le temps est perfide. Leur arrivée est un événement célébré à la fois dans le monde naturel et dans les cultures humaines locales, où ils sont vénérés comme des symboles de bonne fortune et de fidélité conjugale. Les zones humides, alimentées par la fonte des glaciers, commencent à dégeler, exposant les racines, les tubercules et les petits invertébrés dont se nourriront les grues. Elles arrivent par paires, leurs liens durant souvent toute une vie. Leurs retrouvailles,
où la formation d'un nouveau couple est annoncée par l'une des performances les plus élégantes et les plus complexes du règne animal. La danse de cour. Le mâle et la femelle se font face, leurs couronnes rouges vives contrastant avec leur plumage noir et blanc austère. Ils commencent un ballet synchronisé de révérence, de sauts et d'appels. Ils étendent leurs grandes ailes, jettent des morceaux de végétation en l'air avec leur bec et émettent un appel à l'unisson fort et retentissant qui fait écho dans la vallée silencieuse. Ne le confondez pas avec un simple spectacle. Cette danse est une nécessité biologique. Elle aligne leurs hormones et renforce leur lien de couple. Dans cet endroit rude, avec une fenêtre si brève pour se reproduire, ce partenariat solide est tout. Une fois le lien établi, il commence le travail de construction d'un nid, une grande plateforme flottante de boue et de végétation dans les eaux peu profondes et protectrices du marais. Cet emplacement fournit un fossé naturel contre les prédateurs terrestres comme le renard tibétain. Ici, la femelle pondra 2 œufs, mais dans cet environnement rude, la compétition entre les frères et sœurs et la difficulté à trouver suffisamment de nourriture font que, d'habitude, seul un poussin survivra. Dès le moment où le premier œuf est pondu, leurs vies seront un cycle d'incubation partagée, de défense vigilante de leur territoire et de recherche constante de nourriture pour se maintenir pendant les semaines exigeantes à venir. Sur les pentes boisées, en dessous de la ligne de neige, le renouveau de la saison prend une forme plus vibrante et colorée. Le mâle monal de l'Himalaya, une espèce de faisan, commence son affichage spectaculaire. Pendant la majeure partie de l'année, cet oiseau est relativement discret, se nourrissant tranquillement sur le sol de la forêt de racines et d'insectes. Mais au printemps, le mâle est transformé en un joyau vivant. Son plumage est une merveille iridescente de bleu, de vert, de violet et de rouge métallique, résultat de la structure microscopique de ses plumes qui réfractent la lumière. Il choisit une zone d'exposition proéminente, souvent une clairière ensoleillée, et commence sa performance de cour. Il déploie sa queue cuivrée, gonfle la tache blanche frappante sur son dos et hoche la tête, montrant sa magnifique crête multicolore. Il émet une série d'appels forts et sonores pour attirer l'attention des femelles au plumage beaucoup plus modeste. L'affichage est un signal de sa forme génétique. La luminosité de son plumage et l'énergie de sa danse sont des indicateurs honnêtes de sa santé et de sa capacité à prospérer dans cet environnement, signalant qu'il porte de bons gènes. Une femelle, suffisamment impressionnée, lui permettra de s'accoupler. Après quoi, elle partira pour construire un simple nid gratté sur le sol, caché dans un sous-bois dense. Elle seule incubera les œufs et élèvera les poussins. Son plumage brun terne et moucheté, si différent de celui du mâle, est maintenant son plus grand atout. C'est le camouflage qui la gardera, elle et sa future progéniture, à l'abri des yeux perçants des prédateurs comme l'aigle royal ou le chat léopard. Pour le monal, comme pour la grue et le pandarou, le printemps est une fenêtre éphémère, un moment critique pour assurer la prochaine génération dans le haut de l'Himalaya. Alors que le soleil gagne en force, il ne réchauffe pas seulement l'air, mais la roche même des montagnes. Sur les corniches ensoleillées et les pentes orientées au sud, une autre forme de vie, ancienne et à sang-froid, est tirée de sa torpeur hivernale. La gamme des rochers de l'Himalaya.
Ces lézards, vêtus d'écailles de gris et de brun sourd, émergent de profondes crevasses où ils ont passé des mois dans un état d'animation suspendu. Pour eux, la vie est entièrement dictée par le soleil. Leur première priorité est de se prélasser, positionnant leur corps aplati perpendiculairement aux rayons du soleil pour absorber autant d'énergie thermique que possible. Cette source de chaleur externe relance leur métabolisme, leur permettant de se déplacer, de chasser et de se reproduire. À mesure que leur température corporelle augmente, les mâles se transforment. Leurs têtes et leurs épaules s'empourprent de nuances vibrantes de bleu et d'orange, une publicité frappante de leur forme physique. Ils deviennent farouchement territoriaux, revendiquant les meilleures roches de bronzage et effectuant des affichages énergiques de pompe pour repousser les rivaux et courtiser les femelles aux couleurs plus ternes. Leur réémergence est programmée pour coïncider avec l'explosion de la vie d'insectes qui suit le dégel. Ce sont des prédateurs voraces de fourmis, de coléoptères et d'autres invertébrés s'élançant de leurs perchoirs rocheux avec une vitesse surprenante pour attraper un repas. Dans un monde dominé par des histoires d'endurance à sang chaud, la survie de la gamme des rochers est un chef-d'œuvre de patience et d'opportunisme, une vie vécue sous l'emprise du soleil, saisissant une brève fenêtre chaude pour accomplir le cycle de vie entier avant le retour du froid. Alors que le printemps cède la place à l'été, le mécanisme qui déclenche le grand déluge de la mousson commence. La vaste étendue de haute altitude du plateau tibétain se réchauffe beaucoup plus rapidement que l'océan Indien environnant, créant un immense moteur thermique à basse pression. Ce moteur attire l'air chaud et saturé d'humidité des mers du Sud dans une invasion atmosphérique au ralenti qui inondera les pentes du Sud et de l'Est de l'Himalaya pendant des mois. C'est une saison de croissance explosive et une période d'abondance. Son arrivée à l'Himalaya est l'une des confrontations les plus dramatiques de la nature. La chaîne de montagnes se dresse comme une barrière infranchissable, un mur de 2400 km de long. Forcé de monter, l'air chargé d'humidité se refroidit rapidement et sa vapeur d'eau se condense en nuages de cumulonimbus colossaux qui s'élèvent à des kilomètres dans le ciel. Le premier signe est un changement de lumière, une brume humide qui adoucit les arêtes vives des sommets. Puis viennent les nuages, se déversant à travers les vallées comme une crue grise. Finalement, la pluie commence. Ce n'est pas une douce averse, mais une averse torrentielle et incessante qui peut durer des semaines. Le bruit de la pluie devient le bruit du monde. Les cascades, qui n'étaient que de simples filets d'eau, deviennent des cataractes déchaînées et les rivières se gonflent en torrents bruns et tourbillonnants, transportant des rochers et des arbres. Les pentes orientées au sud sont trempées, déclenchant des glissements de terrain qui peuvent remodeler un flanc de montagne en quelques minutes. Mais avec ce chaos vient une explosion de vie. Le paysage se transforme de brun en un vert presque incroyablement vibrant. Pour les plantes et les animaux de l'Himalaya, la mousson est à la fois un déluge et une délivrance, la saison qui alimentera la croissance de l'année entière. Le déluge de la mousson est un catalyseur pour une explosion botanique. Dormantes pendant des mois, les graines enfouies dans le sol éclatent et les flancs de collines sont soudainement recouverts d'une nouvelle couche de croissance verdoyante.
Les fougères déroulent leurs têtes de violon dans l'ombre humide, et l'air devient épais avec l'odeur de la terre mouillée et des feuilles en décomposition, un processus qui renvoie rapidement les nutriments au sol. Cette abondance soudaine de vie végétale alimente une explosion tout aussi dramatique dans le monde des invertébrés. Des chenilles grignotent voracement les feuilles fraîches, des coléoptères ressemblant à des joyaux patrouillent les tiges des plantes et l'air bourdonne d'innombrables insectes invisibles, créant un buffet riche en protéines pour les insectivores de la région, des petits oiseaux aux lézards, alimentant tout le réseau alimentaire depuis la base. L'ours brun de l'Himalaya. Une sous-espèce rare et insaisissable de l'ours brun, il est plus petit et plus brun rougeâtre que ses cousins nord-américains. Contrairement à la panthère des neiges, qui est un pur carnivore, l'ours brun est un omnivore accompli. Son été est une recherche continue et errante de toute nourriture que le paysage fournit. Au début de l'été, il creuse pour des racines et des tubercules nutritifs avec ses pattes antérieures puissantes et à longues griffes. Au fur et à mesure que la saison avance, son régime alimentaire change. Il retourne des rochers à la recherche d'insectes et de larves et renifle les nids de petits rongeurs. Mais l'une de ses sources de nourriture estivale les plus importantes est la marmotte de l'Himalaya. Ces grands rongeurs sociaux vivent dans de vastes colonies de terriers interconnectés à travers les prairies alpines. Leurs journées sont un équilibre entre se nourrir de la végétation luxuriante et une vigilance vigilante. Ils vivent en groupes familiaux appelés coteries, et une sentinelle désignée, perchée au sommet d'un rocher proéminent, agit comme une guetteuse pour la colonie. Son sifflement aigu et perçant, un appel d'alarme, est le signal pour chaque marmotte de plonger pour la sécurité de son terrier. Elles ont même des appels différents pour distinguer les menaces aériennes comme un aigle royal et les menaces terrestres comme l'ours. L'ours brun est le prédateur le plus redoutable de la marmotte. L'ours n'essaie pas de pourchasser les rongeurs vifs. Au lieu de cela, il utilise son intelligence et son immense force. Il s'approchera d'une colonie et commencera à excaver un système de terriers. Le creusement est un acte d'une puissance incroyable. Il envoie des averses de terre et de roches volées, ses griffes déchirant le sol compacté. Les marmottes, piégées sous terre, paniquent. L'ours, utilisant son ouïe et son odorat aiguisé, peut localiser l'emplacement d'une marmotte dans le système de tunnels complexe et creusera directement pour capturer sa proie. Une excavation réussie fournit un repas riche en protéines, une partie cruciale de l'effort de l'ours pour constituer les réserves de graisse dont il aura besoin pour sa longue hibernation hivernale. Les vies de ces deux espèces sont inextricablement liées. La prédation de l'ours maintient la population de marmottes sous contrôle, les empêchant de surpâturer les fragiles prairies alpines. Et l'activité de creusement des marmottes aère le sol, créant des conditions qui permettent aux diverses communautés de plantes de s'épanouir. Nous appelons cela une interaction clé de voûte. La chasse de l'ours fait plus que le nourrir. Elle renouvelle toute la prairie. C'est une perturbation vitale qui crée de la biodiversité. Vous ne pouvez pas avoir ce paysage riche sans les deux. Mais alors que le soleil se couche et qu'un crépuscule indigo profond s'installe sur les pics, ce paysage ne devient pas silencieux. Une distribution différente de personnages émerge pour revendiquer la nuit.
L'air se refroidit et les sons familiers du jour sont remplacés par un nouveau chœur. Dans les hautes forêts et le maquis alpin, une meute de loups de l'Himalaya est en mouvement. Plus minces et plus pâles que leurs cousins les loups gris, ce sont des fantômes de la haute région, parfaitement adaptés à ce terrain accidenté et à faible teneur en oxygène. La chasse de nuit est un jeu de stratégie et d'endurance. Ils se déplacent comme une unité fluide et intelligente, utilisant les crêtes et les ravins pour voyager sans être vus. La communication est la clé. Un geste subtil, un mouvement de l'oreille, un gémissement bas, alors qu'ils coordonnent leur approche. Leur principal avantage n'est pas la furtivité, mais le travail d'équipe. Ils peuvent tester un troupeau de barrals ou de tares à la recherche d'une faiblesse d'un individu qui est vieux, jeune ou imprudent. Leurs hurlements étranges et envoûtants qui peuvent porter sur des kilomètres dans l'air raréfié de la montagne ne sont pas seulement un défi pour les rivaux, mais une façon de lier la meute ensemble, une déclaration de leur présence qui définit leur territoire dans l'immensité de l'obscurité. Dans la canopée des forêts tempérées en contrebas, une autre créature plus solitaire s'envole. L'écureuil volant géant roux. C'est l'un des plus grands écureuils volants du monde. Un rongeur de la taille d'un chat avec d'énormes yeux noirs qui lui confèrent une vision nocturne exceptionnelle. Il ne vole pas, mais plane. Se lançant d'une haute branche, il déploie une membrane de peau et de fourrure, le patagium, qui s'étend de ses poignets à ses chevilles. En ajustant la tension dans cette membrane et en utilisant sa longue queue touffue comme gouvernail, il peut accomplir des exploits époustouflants d'agilité aérienne, planant sur 100 mètres ou plus vers un autre arbre. Son monde est la haute canopée, un labyrinthe tridimensionnel qu'il navigue avec une grâce silencieuse. La nuit est un moment pour se régaler de glands, de noix et de bourgeons tendres, loin du regard des prédateurs diurnes comme les aigles. C'est une présence tranquille et éthérée, un bruissement dans les feuilles, une forme sombre silhouettée un instant contre la lune. Du prédateur coopératif sur les hautes pentes au planeur solitaire dans la cime des arbres, la nuit himalayenne est une arène cachée, révélant que pendant la moitié de sa vie, cette nature sauvage majestueuse est un autre monde entièrement. Alors que les grands mammifères dominent le paysage, un drame plus délicat se déroule sous nos pieds. La brève chaleur estivale déclenche une explosion spectaculaire, mais de courte durée, de fleurs sauvages. Le parc national de la Vallée des Fleurs dans l'ouest de l'Himalaya est un témoignage de ce phénomène. Pendant quelques semaines, des flancs de collines entiers sont peints avec les couleurs de centaines d'espèces de fleurs, le célèbre pavot bleu de l'Himalaya, des potentilles, des primevères et des orchidées. Et haut sur les pentes des boulis rocheuses, le rare Brahma Kamal fleurit, sa tête de fleur protégée par une grappe de bractées translucides et papyracées qui crée un effet de microcère, le protégeant du froid. Cette floraison soutient une communauté unique de pollinisateurs de haute altitude. Les bourdons, plus grands et plus poilus que leurs proches des plaines, sont particulièrement bien adaptés à cet environnement. Leur fourrure dense fournit une isolation et ils peuvent générer leur propre chaleur corporelle en faisant vibrer leurs muscles de vol, ce qui leur permet de voler dans l'air frais de la montagne. Ce sont les principaux pollinisateurs de nombreuses de ces plantes alpines spécialisées,
leur corps duveteux transférant efficacement le pollen de fleur en fleur alors qu'ils cherchent du nectar. Cette relation est critique. Sans les abeilles, beaucoup de ces plantes ne pourraient pas se reproduire, et sans les fleurs, les abeilles ne pourraient pas survivre. Dans les forêts de rhododendrons de l'est de l'Himalaya, l'été apporte des défis pour la mère panda roux. Ces petits, nés au printemps, s'aventurent hors de la tanière pour la première fois. Ils sont joueurs et curieux, mais aussi incroyablement vulnérables. Leur mère doit les conduire vers les zones d'alimentation tout en restant vigilante face aux prédateurs comme la martre à gorge jaune ou le léopard commun qui partagent ces forêts de basse altitude. Sa routine quotidienne devient un équilibre exigeant. Elle conduit ses petits lors de voyages de recherche de nourriture, leur enseignant quelles feuilles de bambou sont les plus tendres et nutritives. Ils communiquent avec une série de gazouillis et de sifflements silencieux. Si le danger menace, son premier instinct est de conduire les petits dans un arbre où leurs compétences d'escalade offrent la meilleure chance de s'échapper. Pour la famille de la grue à cou noir dans les zones humides de haute altitude, l'été est la saison de la parentalité. Le seul poussin qui a survécu à l'éclosion grandit rapidement. Ses parents sont dévoués, cherchant sans relâche dans le marais de la nourriture, des insectes, des petits poissons, des grenouilles et des tubercules de plantes qu'ils ramènent à leur progéniture exigeante. Un parent restera toujours près du poussin, le protégeant des prédateurs aériens comme les aigles ou des menaces terrestres comme les renards. Leurs appels forts et résonnants servent maintenant non pas comme un duo de cour, mais comme un lien de communication constant. Maintenant, la cohésion familiale et avertissant de tout danger potentiel. Le poussin doit prendre son envol et être assez fort pour l'ardu voyage de retour avant que les premières gelées de l'automne ne commencent à bloquer les zones humides dans la glace une fois de plus. Le bref été himalayen, avec son afflux de vie et son activité intense, est une saison vécue contre la montre. L'arc du soleil commence à plonger plus bas dans le ciel. Le vert vibrant de l'été cède la place à des teintes d'or, de rouille et de brun. Les nuits deviennent plus froides et les premières gelées saupoudrent les hautes prairies, un rappel brutal de ce qui est à venir. L'automne est arrivé dans l'Himalaya. Ce n'est pas une saison de déclin doux, mais une saison de préparation urgente, presque frénétique. La fenêtre d'abondance se ferme, et pour chaque créature, du plus petit rongeur au plus grand prédateur, l'automne est une course contre la montre. C'est la dernière récolte avant les longs mois maigres de l'hiver. Pour le mouton bleu, l'automne est la saison du rut. Les troupeaux de béliers célibataires, qui ont passé l'été à se nourrir paisiblement ensemble, se séparent maintenant. Un changement dans leur comportement est palpable, poussé par une poussée hormonale à chercher et à rivaliser pour les femelles. Les béliers dominants, avec les plus grandes cornes, les plus impressionnantes, deviennent intensément agressifs. Leurs concours de force sont parmi les spectacles les plus dramatiques dans les montagnes. Ils ont lieu sur le terrain escarpé et impitoyable qui est le sanctuaire du Baral. Les mâles rivaux s'affrontent, inclinant la tête en arrière avant de se charger mutuellement. Le fracas de leurs cornes massives qui en résulte, un bruit comme un coup de fusil, fait écho à travers les vallées.
Ce ne sont pas seulement des affrontements de force brute, ce sont des tests de force, d'équilibre et d'endurance. Ils pousseront et bousculeront, leurs sabots grattant pour s'agripper sur les corniches étroites, parfois pendant des heures. Le perdant, épuisé ou surpassé, finira par s'échapper, laissant le vainqueur revendiquer les droits de reproduction avec les femelles de son groupe. Cette dépense intense d'énergie a un coût élevé. Les béliers entreront dans l'hiver avec des réserves de graisse épuisées, leurs chances de survie considérablement diminuées. C'est un prix élevé à payer pour la chance de transmettre leurs gènes. Pour la mère panthère des neiges, l'automne est la dernière étape de l'éducation de ses petits. Les jeunes léopards, nés il y a plus d'1 an, sont maintenant presque entièrement adultes, mais manquent encore de l'expérience critique de leur mère. Ils l'ont suivie, l'ont regardée et ont participé à des chasses, mais maintenant, ils doivent perfectionner les compétences qui leur permettront de survivre seuls. Elle les conduit en patrouille de leur territoire, leur apprenant à lire le paysage, à identifier les signes de la proie et à planifier une traque avec une efficacité mortelle. Nous l'observons avec ses 2 descendants subadultes. Elle repère un tare mâle solitaire, une autre espèce de chèvre de montagne sur une falaise lointaine. Elle ne commence pas immédiatement à chasser. Au lieu de cela, elle reste immobile, permettant aux petits d'observer. Elle semble les encourager à planifier l'approche. Un petit commence à bouger, mais son chemin est trop exposé. La mère émet un faible son de chuintement, une forme de communication tranquille, et le petit se fige. Elle leur enseigne la patience, la compétence la plus vitale pour un chasseur qui se fie à l'embuscade. Plus tard, elle initie une chasse elle-même, mais se tient en retrait, permettant aux petits de se joindre à la charge finale. Leur empressement juvénile trahit presque l'élément de surprise, mais l'expérience de la mère compense et elle se déplace pour sécuriser l'élimination. Sur la carcasse, elle leur permet de se nourrir en premier. Ces dernières leçons sont cruciales. Bientôt, elle commencera à les chasser, son instinct maternel remplacé par l'impératif territorial de sécuriser ses terrains de chasse. Ils doivent trouver leur propre territoire et survivre à leur premier hiver seuls. Pensez-y comme un héritage culturel. Ce playbook de chasse a été affiné au fil des générations. La mort d'une mère avant que les leçons ne soient terminées est catastrophique. Cela peut anéantir toute sa lignée familiale en un seul coup. Ses devoirs maternels sont presque terminés. La survie de sa lignée dépend désormais de la qualité de leur apprentissage. À travers les prairies alpines, un autre type d'activité frénétique est en cours. Le pika, un petit parent du lapin ressemblant à un hamster, se prépare pour l'hiver d'une manière unique. Les pikas n'hibernent pas. Au lieu de cela, ils survivent à l'hiver en se nourrissant de nourriture stockée. L'automne est leur saison de fenaison. Ils courent à travers les prairies, ramassant des herbes et des fleurs sauvages. Ils ne les mangent pas immédiatement. Au lieu de cela, ils les étendent soigneusement sur des rochers au soleil pour les faire sécher. Ce processus de séchage empêche la végétation de pourrir et préserve sa valeur nutritionnelle. Une fois séché, le pika rassemble le foin et le transporte jusqu'à son terrier, l'ajoutant à une grande meule de foin commune qui servira de garde-manger à la colonie pendant tout l'hiver. Ce comportement est vital, non seulement pour le pika, mais pour l'ensemble de l'écosystème.
Les pikas sont une espèce de proie fondamentale, une source de nourriture essentielle pour une foule de prédateurs, y compris les renards tibétains, les belettes et les aigles. Leur activité automnale industrieuse alimente la survie de nombreux autres animaux pendant l'hiver à venir. Mais alors que de nombreuses créatures se préparent pour un hiver statique, d'autres se lancent dans l'un des grands voyages de la planète. Sur les vastes steppes de haute altitude du plateau tibétain qui bordent les flancs nord de l'Himalaya, de grands troupeaux de chirus ou antilopes tibétaines commencent à se déplacer. Pendant la majeure partie de l'année, ils parcourent ces plaines arides, mais à mesure que l'automne s'installe, les femelles gestantes entreprennent une migration ardue, un voyage de centaines de kilomètres vers les aires de mise-bas traditionnelles dans les contreforts de l'Himalaya. Les chirus sont faits pour ce monde. Leur pelage pâle leur procure un camouflage contre le sol, et leurs museaux uniques et gonflés contiennent des voies nasales complexes qui réchauffent l'air glacial avant qu'ils n'atteignent leurs poumons, une adaptation remarquablement similaire à celle de la panthère des neiges. Les femelles arrivent sur leurs aires de mise-bas ancestrales et donnent naissance avec une synchronicité remarquable, inondant le paysage de nouveau-nés vulnérables. Il s'agit d'une stratégie de saturation des prédateurs. Avec tant de veaux nés en même temps, les prédateurs comme les loups et les renards ne peuvent pas tous les prendre. Les veaux sont sur leurs pieds en quelques minutes, prêts à suivre leur mère. Pourtant, ce spectacle incroyable est assombri par une terrible menace. Le chiru possède un sous-poil, connu sous le nom de chartouche, qui est sans doute la laine la plus fine au monde. Elle est si fine qu'un châle tissé avec peut passer à travers une alliance. Mais ce luxe a un prix mortel. La laine ne peut être ni tondue ni peignée. Elle ne peut être récoltée qu'en éliminant l'animal. La demande pour ces châles de bagues illégaux a alimenté une crise de braconnage qui a conduit l'espèce au bord de l'extinction. Alors que les efforts de conservation ont aidé les populations à se rétablir, la migration épique d'automne du chiru reste un pèlerinage fragile, un symbole à la fois de la majesté sauvage de ce monde de haute altitude et de sa vulnérabilité aux désirs humains. Pour les oiseaux migrateurs, l'automne signale l'urgence du départ. Les grues à cou noir se rassemblent en grands troupeaux, leur unique poussin étant maintenant un oiseau fort. Ils se nourrissent avec voracité, accumulant les réserves d'énergie nécessaires à leur incroyable voyage vers le sud, de retour par-dessus les pics de l'Himalaya. Leurs cris remplissent l'air, un dernier chœur avant que les zones humides ne deviennent silencieuses. Les oiseaux parents ont réussi. Ils ont élevé une nouvelle génération dans l'un des plus hauts lieux de reproduction sur Terre. Maintenant, ils doivent la mener en sécurité avant que l'hiver ne s'installe. L'automne dans l'Himalaya est une saison d'adieux poignants et de desseins urgents. Le dernier, souffle profond avant que le monde ne soit de nouveau enfermé dans la glace. Depuis des millénaires, l'histoire de l'Himalaya n'a pas été celle de la faune seule. Les humains aussi se sont adaptés à la vie dans ces montagnes formidables. Les cultures traditionnelles comme les Sherpas de la région du Khumbu ou les Brokpas du Ladakh ont développé une relation profonde et symbiotique avec cet environnement. Leur vie, leur mythologie et leurs croyances spirituelles
ont été entrelacés avec les rythmes saisonniers des montagnes et les vies de ces créatures sauvages. Leurs pratiques traditionnelles reflètent souvent un profond respect pour le monde naturel. Dans de nombreuses communautés bouddhistes, les montagnes sont considérées comme des divinités sacrées, et certains animaux, en particulier la panthère des neiges, sont considérés comme leurs manifestations ou protecteurs. Cette écologie spirituelle a, pendant des siècles, fourni une forme de protection pour la faune, créant des sanctuaires informels où les animaux pouvaient prospérer aux côtés des établissements humains. La vérité est que, pour un étranger, ce n'est que de la roche et de la neige. Pour nous, c'est sacré. La panthère des neiges n'est pas qu'un simple chat. C'est un esprit de la montagne. Nous avons appris des générations passées que pour vivre ici, vous devez vivre en équilibre avec eux. Cette connaissance intime est née d'une vie d'adaptation profonde. Des peuples comme les Sherpas possèdent plus qu'une simple résilience culturelle. Ils sont biologiquement adaptés aux hautes montagnes. Des générations de vie au-dessus de 3000 mètres ont sculpté leur physiologie même. Leurs corps produisent plus d'oxyde nitrique, un composé qui aide à dilater les vaisseaux sanguins, permettant au sang de circuler plus facilement et de fournir de l'oxygène plus efficacement sans avoir besoin des concentrations plus élevées de globules rouges observées chez les habitants des basses terres acclimatées. Leur agriculture, chef-d'œuvre de l'agriculture en terrasse sculptée dans des collines escarpées, empêche l'érosion des sols et maximise l'utilisation de terres fertiles et rares, un modèle d'ingénierie durable. Cet équilibre profond, cependant, est profondément perturbé. Le réchauffement du troisième pôle n'est pas une menace future abstraite. C'est une réalité actuelle aux conséquences dangereuses. La fonte accélérée des glaciers conduit à la formation de vastes lacs d'eau de fonte instables, endigués par des moraines de roches, meubles et de glace. Le risque de rupture de ces barrages déclenchant une inondation par débordement de lacs glaciaires est une perspective terrifiante pour les communautés en aval. Une telle inondation peut libérer des millions de mètres cubes d'eau en un instant, un mur dévastateur d'eau, de boue et de rochers qui peut détruire des villages, des ponts et des projets hydroélectriques des kilomètres plus bas. De plus, la montée en température redessine la carte écologique des montagnes. Les limites des arbres avancent vers des altitudes plus élevées et des espèces des altitudes plus basses montent, empiétant sur les habitats spécialisés des créatures alpines. Cela peut introduire de nouvelles maladies et de nouveaux concurrents, bouleversant des relations écologiques séculaires. La construction de nouvelles routes, bien que vitale pour le développement, se fraye un chemin à travers des forêts immaculées, créant des barrières linéaires qui fragmentent les habitats. Une route peut devenir un mur infranchissable pour une petite créature vivant dans la forêt comme un panda roux, isolant les populations et réduisant leur pool génétique, un chemin lent et invisible vers l'extinction locale. Le yak sauvage, un bovidé massif pesant jusqu'à 1000 kg, est l'ancêtre du yak domestique. Un animal qui est au centre de la survie de nombreux peuples himalayens, fournissant du lait, de la laine, de la viande et du transport. La relation entre les gens et leur bétail est une relation d'interdépendance, un modèle de survie dans cette terre difficile. Cet équilibre ancien, cependant, est maintenant confronté à des pressions sans précédent.
L'Himalaya, apparemment intemporel, est un écosystème fragile qui change à un rythme alarmant. Le changement climatique est la menace la plus omniprésente. Le troisième pôle se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale. Et ces glaciers en recul ont de profondes conséquences. La fonte accélérée crée de vastes lacs instables endigués par des roches meubles, risquant des inondations par débordements catastrophiques en aval. Des températures plus chaudes redessinent la carte écologique, permettant aux espèces d'altitude plus basses d'empiéter sur les habitats alpins, tandis que des saisons erratiques perturbent les cycles de vie adaptés à des rythmes anciens. Simultanément, l'activité humaine croissante apporte ses propres défis. La demande de routes et d'infrastructures fragmente des forêts immaculées, créant des barrières infranchissables pour la faune. La croissance du tourisme, tout en offrant des avantages économiques, peut entraîner une dégradation de l'habitat, et le surpâturage par le bétail domestique augmente la concurrence avec les herbivores sauvages. Cela, à son tour, peut alimenter le conflit entre l'homme et la faune, car les prédateurs sont forcés de chercher des proies plus faciles. Pourtant, au milieu de ces défis, il y a de l'espoir, une prise de conscience croissante de l'importance mondiale de l'Himalaya a stimulé les efforts de conservation dans toute la région. Des parcs nationaux et des sanctuaires de faune ont été établis, offrant des refuges vitaux pour les espèces menacées. Des organisations travaillent avec les communautés locales pour trouver des moyens d'atténuer les conflits entre l'homme et la faune, en créant des enclos à bétail à l'épreuve des prédateurs et des systèmes d'assurance qui indemnisent les éleveurs pour les pertes, réduisant l'incitation à des actions de représailles contre les panthères des neiges. La recherche scientifique fournit de nouvelles informations cruciales sur la vie de ces créatures insaisissables. L'utilisation de colliers GPS et de pièges photographiques à distance lève le voile de secret qui a longtemps enveloppé la vie de la panthère des neiges, aidant les défenseurs de l'environnement à identifier les couloirs critiques et à concevoir des stratégies de protection plus efficaces. Ces données sont inestimables, créant des cartes thermiques de l'activité animale qui révèlent des terrains de chasse critiques, des territoires saisonniers et les couloirs qu'ils utilisent pour se déplacer entre les chaînes de montagnes. Les défenseurs de l'environnement peuvent alors concentrer leurs efforts sur la protection de ces voies spécifiques et vitales. De plus, ils déploient des techniques de pointe comme l'ADN environnemental ou ADN. En collectant simplement des échantillons d'eau ou de neige dans un ruisseau, les scientifiques peuvent les analyser pour des traces génétiques microscopiques laissées par les animaux. Cela leur permet de confirmer la présence d'une créature insaisissable comme une panthère des neiges ou un chat de palace dans une vaste zone sans jamais la voir, fournissant un outil révolutionnaire et non invasif pour cartographier la biodiversité. Ces efforts reconnaissent une vérité fondamentale. L'avenir de la faune himalayenne est inséparable de l'avenir des gens qui partagent ces pentes. La vraie conservation ne peut pas être imposée de l'extérieur. Elle doit être construite en partenariat avec les communautés locales qui sont les gardiens ancestraux de ce paysage. Le voyage à travers une année dans l'Himalaya révèle un monde d'une beauté à couper le souffle et d'une dureté brutale.
Du prédateur silencieux naviguant dans son monde vertical, à la grue dévouée élevant ses petits contre la montre, au pica industrieux se préparant pour le long hiver, chaque histoire est une leçon de résilience. L'avenir de cette magnifique nature sauvage, le toit de notre monde, repose maintenant entre nos mains. Sa survie, comme celle de ces créatures remarquables, dépendra de notre sagesse, de notre prévoyance et de notre respect pour l'équilibre délicat de la vie dans le haut Himalaya.